Nous allons démarrer cette seconde table ronde, présidée par Monsieur Martial Bellier. Donc, je vais vous laisser, Président, annoncer les membres. À cette heure-là, je vais faire sourire. Tout le monde connaît Belmondo qui parle en conina, ne jamais être surpris. Donc, les membres, je vais les lire en même temps que vous, parce que je sais que quelques-uns ont changé. Mais en tout état de cause, j'ai Madame Bérénice, je suis désolé, je vais reprendre le nom ici, voilà, là j'avais déjà. Madame Bérénice Vignard, je vais laisser prendre place. Ensuite, Marc Carré. Après, j'avais d'autres noms et je ne les ai pas rencontrés encore, je ne sais même pas s'ils étaient là. Il y avait Monsieur Patrice Bourdouin, voilà, il était là. Maxime Flo, c'est pour ça que voilà. Et puis j'ai Monsieur Olivier Delage. Qui est arrivé et j'ai oublié personne sur le parvis. Ah oui, et ben voilà, puisque on a titulé, désolé. Et puis Madame Mirmont. Alors par contre, je n'ai que 5 places, 3, 5, il va falloir serrer. Vous avez une chaise ? Voilà. Vous voyez, je vous disais que Belmondo en conina, il disait surtout jamais de surpris. On fait comme si tout fonctionnait, c'est de la conduite. Voilà. Merci. Alors mesdames, messieurs, déjà je suis enchanté de vous avoir parmi nous là et puis d'être autour de cette table. Face à cet auditoire, sur un programme qui s'appelle Vauban, quel beau terme, thème architectural. Et puis, donc, ce qui veut dire que Vauban, nous disposons de belles fondations au cœur de l'humain, c'est le militaire. C'est le thème de cette seconde table ronde, puisque c'est la construction d'un étage supplémentaire à cette bâtisse de vie qu'est la reconversion. Alors, pour ce faire, je vais donner simplement une petite demande, je vais faire une petite demande auprès des personnes qui sont là, face à nous, c'est d'avoir un petit pitch pour qu'ils se représentent très brièvement, en 20 secondes, le nom, comme ça vous savez qui vous avez face à vous, puisque là nous avons vraiment une partie, après tout à l'heure, la partie on va dire plus pédagogique, là nous avons des opérationnels, des gens qui ont vécu la reconversion, des gens qui sont ingénieurs diplômés. Je vais leur demander de se présenter en 20 secondes, 30 secondes maximum, parce que pour certains ils ont un passé militaire, pour d'autres moins, et s'ils sont reconvertis, et dans quel poste ils sont actuellement. Donc on va commencer par Olivier. Bonjour, Olivier Deliège, donc je suis ancien sous-marinier, je fais 15 ans de sous-marin nucléaire d'attaque à Toulon et maintenant je suis directeur d'offres dans une société qui s'appelle Naval Group, on fait du naval de défense. Marine. Alors moi c'est Maxime Flo, je suis ingénieur DPE depuis 1996 dans la spécialité machine thermique. J'ai fait une deuxième carrière dans la construction navale dans des grands groupes et puis en PME, en pharmacie. J'ai quitté le service actif, si on peut dire, depuis 4 ans et j'ai créé une boîte de conseil en management. Voilà. Merci Maxime. Bonjour, alors moi c'est Bérénice Vignard, chef du service reconversion gendarmerie. Oui, Marc Carré, 32 ans d'armée, 20 ans d'entreprise privée. J'étais enseignant au CNAM pendant une dizaine d'années et je suis actuellement enseignant vacataire à l'école de PF de Cachan et je continue comme consultant en sécurité. Donc Patrice Bourdon, délégué régional Nouvelle-Aquitaine pour la CDPE. Donc j'ai une carrière dans la marine nationale, puis dans la distribution pharmaceutique et enfin 20 ans dans les hôpitaux publics. Marie-Hélène Miermont, je suis secrétaire générale adjointe au syndicat CFE-CGC, Aéronautique Espace Défense, et je travaille chez Thales. Voilà, je vous remercie. Donc vous voyez on peut avoir de très beaux témoignages avec la reconversion, même si on a de la marine. Alors, mon premier point traitera tout simplement dans le cadre de la reconversion de l'accompagnement. Donc il n'est pas du tout objet de mettre à mal les dispositifs existants, mais de simplement poser des questions à nos différentes personnes là sur les difficultés qu'ils auraient pu rencontrer dans le cadre de cette reconversion, ou pas, ou les faciliter, pour justement les process qui sont en cours. Aujourd'hui, nous disposons d'organismes institutionnels et tout un monde associatif, comme j'ai pu aussi moi vous le présenter ce matin, mais ils sont assez divers et variés. Et ma question serait, pensez-vous que le militaire, aujourd'hui en phase de reconversion, dispose-t-il de suffisamment d'éléments
à travers tous ces process, ou n'est-il pas trop perdu, pour justement entamer sa reconversion? Alors pour cela, je vais commencer par Bérénice, en tant que chef d'une cellule reconversion, pour ensuite me poser la question à un reconverti. Un petit bouton peut-être. Ah, voilà. Oui, alors ça marche. Alors bon, étant donné la teneur de la question, je suis peut-être pas la mieux à même de répondre s'il y a suffisamment, parce que le biais administratif voudrait dire que, étant à la tête du service reconversion, oui, effectivement, nous faisons plein de choses pour les accompagner et que c'est très, très complet. Effectivement, j'ai pu vous décrire ce matin ce que nous faisions pour les militaires, pour les accompagner, tant en termes de détermination de projets, tant en termes de financement de formation pour les aider à se reconvertir, tant on les entraîne également aux entretiens, à la rédaction de CV, lettres de motivation, donc une offre très très complète leur est accordée. Alors après, je pense que c'est dans le vécu de chacun, savoir si c'est suffisant, savoir si c'est adapté. Je pense que les retours d'expérience qu'on va entendre autour pourra permettre d'en juger bien mieux. Avant de donner la main tout de suite à un reconverti, j'ai tendance, je dirais, à tendre le bâton. Et je remercie Bérénice, puisque j'ai parlé avant ma question des organismes institutionnels et puis des associations. Et elle l'a très bien cité, aider dans le cadre des CV et autres, ça, une association sait le faire. Par contre, ce que ne sait pas faire une association, c'est apporter des financements, et vous l'avez très bien dit. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà de la complémentarité. Donc maintenant, je vais laisser parler un reconverti. On va aller, Maxime. On va aller sur Maxime. Si vous pouvez nous en parler de votre conversion. Oui, alors pour ce qui est de l'accompagnement, enfin si j'ai bien compris la question, pour moi il y a deux périodes. Il y a avant l'acquisition du diplôme d'ingénieur DPE et puis après. Alors pour ce qui est d'avant, personnellement je n'avais eu aucun accompagnement sinon celui de la Marine nationale. Ensuite j'ai obtenu le diplôme. Et puis ensuite, un beau jour, on décide de partir. Pour moi, c'était le grand bain. Sans aucun accompagnement que je n'avais d'ailleurs pas cherché. C'était il y a 20 ans, donc il y en avait peut-être moins institutionnellement que maintenant, je ne sais pas trop. Mais si je peux me permettre, je crois que j'y crois pas. Alors, mis à part l'accompagnement en termes de budget ou de soutien d'études, j'y crois pas trop à l'accompagnement en vue du nouveau métier. Pourquoi c'est un peu le saut dans le grand bain. Et pourquoi? Parce que les possibilités offertes sont tellement variées. Vous quittez une institution militaire qui est quelque part de la fonction publique, quelque part, et vous faites un bain, le saut dans le grand bain, vous vous retrouvez soit dans un grand groupe dans le public, soit vous pouvez vous retrouver éventuellement dans des structures voisines de la fonction publique, soit vous vous trouvez dans une PME. Et entre le public que vous avez vécu chez les militaires, parce que c'est du public, et le privé, c'est le jour et la nuit. Voilà ce que je peux dire. Après, c'est pour ça que je ne crois pas trop en l'accompagnement, parce qu'il y a tellement de cas, chaque cas est un cas particulier, je crois. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je ne sais pas. Alors, donc, j'ai bien compris qu'il y avait des difficultés à se reconvertir sans croire à l'accompagnement dans un domaine spécifique. Effectivement. La reconversion, je pense que quand on aide à la reconversion, et je pense que Bérénice pourra confirmer aussi de ce côté-là, on aide dans un cadre général pour donner les clés pour passer d'un secteur, on va dire, institutionnel, public, à un secteur privé, en règle générale.
On est bien sûr dans un cadre général. On va donner tout ce qui est précis sur effectivement CV, lettres de motivation et les codes. Mais dans notre accompagnement, on est aidé aussi par beaucoup de partenaires. Des partenaires, des anciens, ce qu'on appelle les ambassadeurs, donc des gendarmes qui ont déjà passé le pas et qui sont allés dans tous les domaines variés que connaissent, disons, qu'on peut connaître. Et ils viennent en appui parce qu'effectivement, je n'ai pas la prétention de connaître tous les domaines et tous les métiers, mais j'ai toujours quelqu'un sur qui m'appuyer. Lorsqu'un militaire vient et me dit je souhaite aller dans telle grande entreprise, dans tel domaine de métier, je sais que dans mon réseau, je vais avoir quelqu'un qui va pouvoir lui parler, lui conseiller. Et on est épaulé par plus de 300 ambassadeurs qui nous permettent d'avoir un grand spectre. Alors bien sûr, ça a mis du temps à développer. Et peut-être qu'il y a 20 ans, ils n'avaient pas nécessairement déjà tout ce qui était développé, ce qu'on a à présent, mais ils sont d'un bon soutien. Et parfois, ils vont dire la même chose que nous, mais comme ils sont déjà dans le privé, il y a une légitimité accordée au discours. Et à côté de ça, on est aussi appuyé par l'associatif, alors que l'associatif, l'institutionnel, le sachant dans l'entreprise ont le même discours, mais ça permet de crédibiliser, de prendre sens et de bien accompagner, bien informer. Merci. Et puis on voit que ce que vous appelez les ambassadeurs, c'est aussi nos implicatifs. Oui, je voudrais rajouter que cette notion d'ambassadeur, quand j'ai fait le grand pas, n'existait pas. Ça évolue et puis on est passé dans le réseau 2.0, comme on le disait ce matin, et on a bien tout ça en commun. Toujours dans cet accompagnement et ces difficultés à se reconvertir, aujourd'hui, je me fais volontairement un petit peu comme ça, on dit qu'un militaire, il est un peu trop rigoureux. Et j'arrive de l'Est, j'étais en Moselle, on dit des fois qu'il est un peu casque à pointe. Donc ça fait peur un peu aux entreprises. Et pensez-vous que justement, cela soit une difficulté pour lui, lorsqu'il rentre dans une entreprise, d'être confronté à des syndicats? Et là, je vais m'adresser à Marie-Hélène, de ce côté-là, si vous aviez quelques éléments, lorsque vous voyez arriver un militaire. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de relations avec les militaires. Alors moi, c'est particulier, je suis chez Thales, donc en tout cas pour les ingénieurs de l'armement, il y a forcément tout un réseau, il y a des places réservées, mais pour les autres personnes qui ne sont pas les plus hauts gradés, quand je vous écoutais parler, je me disais, tiens, parce qu'on parlait des ambassadeurs, et pourquoi un syndicat qui est bien implanté dans une entreprise, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas servir de relais aussi pour ces personnes-là, pour leur décoder un peu le monde de l'entreprise, aider à s'orienter? J'étais en train de me dire ça quand je vous écoutais. Bon, c'est une idée qu'on pourrait creuser. Ça me paraît... Puisqu'on est un organe qui est présent dans l'entreprise, on est un organe qui a aussi une vue de l'activité, de la branche. Donc on a une vue globale quand même aussi sur toute l'économie de cette activité. Moi, c'est la métallurgie. Bon, il y a d'autres domaines. Et donc je me dis aussi, on peut être des interlocuteurs intéressants. Donc ça nous ferait des adhérents en plus, ça serait formidable. Ça ne gâcherait rien. Non, mais voilà, pourquoi pas? Je veux dire, c'est quelque chose à réfléchir. Donc vous voyez qu'on a parlé d'ambassadeurs, on a parlé d'implicatifs, là maintenant on parle d'organes. Cet organe de concertation qui est très intéressant, puisque en fait, ce militaire qui arrive de l'institution ne connaît pas ce monde civil et a besoin justement de l'appréhender. Comme je le disais ce matin, l'herbe n'est pas plus verte à côté, mais c'est surtout qu'il va découvrir de nouveaux codes. Et à travers ce que vous dites, justement, ce serait très intéressant d'avoir des ambassadeurs à travers les syndicats, ces organes de concertation, pour justement exprimer, redonner les codes, etc. Des choses qu'on ne connaît pas à travers des conventions collectives ou d'autres éléments qu'on n'a pas l'habitude dans le privé. Ensuite, donc toujours dans mes différentes questions, je reste toujours dans le premier thème des difficultés à se reconvertir. Pensez-vous aujourd'hui qu'il est plus facile j'ai quand même entendu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait pitcher dans un premier temps, des témoignages de marins. Alors j'étais dans l'armée de terre, certes, mais j'aime la marine, j'aime l'armée de l'air. Mais pensez-vous qu'il soit plus difficile de se reconvertir en tant que spécialiste dans un domaine aéronautique marine que dans le terrestre, où on a tendance à dire que ça reste du terrien, ou moins spécialiste ou pas? Et là, je vais m'adresser à Marc pour cela. Un ancien terrien,
Et j'ai eu la chance de travailler toute ma carrière dans les télécommunications, terre et interarmée. Donc je connaissais très bien déjà le monde civil du côté défense, mais pas du côté civil. Donc effectivement, quand j'ai décidé de quitter l'armée, l'accompagnement, c'est moi qui me le suis donné, parce que le meilleur accompagnant, c'est déjà vous-même. Il faut faire confiance aux autres, mais dans une mesure limitée, parce qu'il y a toujours de la jalousie. Et le pire, effectivement, c'est quand on a quitté l'institution, on croit retrouver ses camarades militaires comme des amis, ne sont plus des amis, sont des clients éventuels, voire des concurrents. Je crois que c'est une erreur déjà à ne pas commettre. Ensuite, moi j'étais terrien, télécom. La première société que j'ai faite, c'était un ami avec lequel je travaillais quand j'étais dans l'armée. Il m'a dit, tu sais, quand tu quittes l'armée, j'ai dit que c'était le 30 mai, j'ai commencé le 4 juin chez lui, c'était super. Mais en fait, j'ai découvert que c'était plus un ami, c'était un patron d'entreprise qui avait ses objectifs business. Il était patron de TPE. Et là, donc déjà, j'ai découvert un monde de l'intérieur. Et c'est pas parce que j'étais transmetteur ou pas transmetteur. Je croyais connaître. Après, j'ai évolué beaucoup avec Thales, j'ai terminé après dans une société, la première société a fait faillite, a été liquidée. Expérience très enrichissante pour un militaire. Parce qu'on croit qu'on sait tout, qu'on est indestructible, mais c'est totalement faux. Alors effectivement, moi, terre, air, marine, j'ai des camarades aviateurs marins, je crois que notre valeur, c'est notre professionnalisme, notre rigueur. C'est ce qu'on a appris, mais quand on est spécialiste en déminage, quand on est spécialiste dans certaines navigations aériennes, c'est très limité. Et je crois qu'il faut surtout ne pas espérer le travail que vous voulez faire, parce que c'est votre boss qui vous donnera ce qu'il veut que vous fassiez. Et là, on se trompe. Moi, je croyais faire un boulot, et en arrivant dans la boîte, j'ai fait totalement le contraire. Et je me suis aperçu que son seul objectif, c'est le business profitable, et non mes intérêts personnels. Merci Marc. Donc ce qu'on voulait entendre, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, d'ailleurs, c'est une condition sine qua non. C'est que manifestement, il ne faut pas être psychorigide. J'ai eu des chefs, j'ai été moi-même, pas psychorigide, mais la chance que j'ai eue peut-être, c'est de côtoyer le monde civil depuis un certain temps. Et comme je disais tout à l'heure, j'enseigne depuis 30 ans, donc 10 ans au CNAM en cours du soir. Et ça m'a appris la compréhension du monde qui n'est pas le sien. Pour moi, un étudiant, quand il n'a pas compris, c'est de ma faute. Quand j'étais avec mes patrons, quand je lui expliquais quelque chose et il ne comprenait pas, c'était de ma faute. Donc je reformulais. Donc je crois que ce qu'on apprend dans l'armée, c'est formuler clairement des problèmes complexes. Et ce qu'il faut faire dans le civil et qu'on ne prend pas toujours dans l'armée, on ne vient pas voir son boss avec des problèmes, on vient avec des solutions. Et je crois que c'est pas toujours évident pour nous militaires, où la hiérarchie est tellement marquée par des galons, on arrive dans le civil où il n'y a pas de marque. Mais par contre, son subordonné peut venir son chef du jour au lendemain, et comme à une société où j'étais viré du jour au lendemain, parce que j'étais pas dans l'ADN de la boîte, j'étais encore naïf, eh bien manifestement, on le découvre. Je crois que c'est quand on est cabossé qu'on sait ce qu'est la réalité de la vie. Voilà un beau témoignage qui entraînera certainement des questions par la suite. Donc, je vais poursuivre dans d'autres termes, qui est la reprise de formation. C'est-à-dire que quand on sort, on a une certaine expérience et tout le monde pense que le militaire peut être attendu. Mais ça ne se passe pas aussi bien que ça, et très souvent, il est nécessaire de reprendre une formation, de sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort, et puis on le voit aujourd'hui à travers notre journée, le CNAM, la SIDPE. Pensez-vous que ce soit vraiment nécessaire de reprendre une formation pour se reconvertir? Là, je vais m'adresser à Patrice. Alors la mauvaise pioche, puisque moi j'avais déjà anticipé, donc dans la marine j'étais déjà informaticien quelques années avant de partir, parce que je m'étais projeté dans le futur et dans le civil en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Donc j'étais transmetteur, donc il n'y a pas d'équivalence dans le privé, et donc j'avais changé de spécialité. Et donc après la reconversion s'est faite comme une lettre à la poste, puisque du jour au lendemain j'ai changé d'employeur sans avoir besoin de quelque formation que ce soit. J'avais déjà tout le bagage nécessaire. Donc je suis désolé, mais je suis mauvais exemple. Et là, je vais vous dire, non, c'était le bon exemple. Parce que la première chose que j'ai entendue, c'est j'avais anticipé. Donc c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Je vais demander à Olivier, il peut nous parler de sa formation, une reprise de formation éventuelle pour prendre les différents postes qu'il avait, même s'il était dans une technique et a aujourd'hui un poste de direction. Oui, donc moi j'ai fait 15 ans de sous-marin. Je suis rentré dans la marine avec un bac scientifique.
Et je voulais pas du tout rentrer dans la marine. En fait, j'avais préparé des concours d'école d'ingénieur pour lesquels j'étais pris. Et puis mes parents, ils ont décidé que c'était un peu cher et qu'il fallait que j'aille voir autre chose. Donc je suis rentré dans la marine à contre-cœur. Quand je suis rentré dans la marine, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'assez exceptionnel et j'ai pas envie de rester longtemps, mais il faut que ce soit gratifiant. Donc du coup, j'ai choisi les forces sous-marines. Tout bonnement parce qu'une année passée sous l'eau, ça en vaut 3 et ça permet de partir au bout de 15 ans avec un pécule. Donc enfin, au moins avec une pension qui est quand même assez confortable. C'est un niveau de technicité qui est important. Et ça me paraissait être assez facilement valorisable dans le monde civil. Donc j'ai fait tous les cours que je pouvais faire. Ce qui fait que je suis rentré second maître, je suis sorti major au bout de 10 ans de service. Enfin, au bout de 10 ans de service, j'étais major. Je pouvais faire officier, mais j'avais pas forcément envie parce que c'était pas très compatible avec ma vie familiale. Mais j'avais toujours en tête en fait ma reconversion. Alors je faisais un petit peu de bidouille informatique puisqu'à bord les industriels venaient pour nous proposer des solutions. Et puis j'essayais avec eux d'essayer d'avoir un coup d'avance, d'anticiper en fait ce qu'ils pouvaient nous proposer, de faire des développements un petit peu à droite à gauche, et puis de leur montrer ce que j'avais fait. Donc je me suis fait un petit réseau comme ça, ce qui fait que quand je suis arrivé à 15 ans, 3 mois et 6 jours, j'avais déjà un poste chez Naval Group, qui s'appelait à l'époque DCNS. Et donc j'ai été embauché comme ingénieur système, mais j'avais pas le diplôme, j'avais juste une licence en professionnel réseau télécommunications par équivalence des cours que j'avais fait dans la marine. Et en fait, quand j'arrivais en réunion, qu'on me présentait, on me disait, voilà, c'est le marin qui nous accompagne. Et ça me plaisait pas du tout. Parce que je travaillais qu'avec des ingénieurs et j'avais envie de ce type d'ingénieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait un IDPE. Voilà, donc là, on voit déjà cette importance. Et j'ai Marc qui a demandé... Une petite précision, moi j'ai eu la chance de faire Supélec en tant que militaire, donc j'avais pas besoin de faire ça. Mais faisant de l'enseignement, je fais la différence entre ce qui est diplômant et qualifiant. Donc tous les futurs anciens militaires ou les anciens policiers que j'accompagne, à titre amical, je dis, tu as besoin de quoi? Un diplôme pour être reconnu? Oui. Il faut un diplôme d'un certain niveau pour être reconnu comme un rang et postuler pour un poste. Est-ce que tu as besoin d'une qualification? C'est un peu différent. Parce que dans une société, on a besoin de la qualification pour employer rapidement. Parce que quand on arrive dans le privé, il faut être opérationnel tout de suite. Si vous dites à un patron, il faut que je parte 6 mois en formation, il dit c'est bien, tu peux aller chez quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin de toi. Par contre, diplômant, ça peut être assez rapide et ça permet d'avoir un rang social et reconnu par nos amis qui sont toujours à l'observation des postes. Je pense à nos amis syndicats qui sont très utiles parce que j'ai appris à travailler avec eux quand j'étais chez Altran et c'est très enrichissant. Diplôme, formation diplômante ou qualifiante, c'est totalement différent. Enfin, c'est complémentaire quand même. Oui, au risque d'être un peu en désaccord avec la pensée d'Octe, moi je ne crois pas qu'on puisse accompagner pour se reconvertir, entendons-nous bien, après le diplôme. Il y a 2 étapes, il y a avant le diplôme et après. Une fois que vous avez le diplôme, vous vous reconvertissez. Je pense que l'employeur futur, il sait que sur le métier, vous êtes capable, compétent, réactif, on peut lui faire confiance. Je crois que le problème essentiel, c'est la manière d'être. C'est la manière d'être dans le métier, bien plus que la spécialité elle-même. Il recrute un mécanicien, il recrute un informaticien. Bon, il sait qu'il va lui faire confiance et que ça va marcher. Par contre, la manière d'être, alors dans la manière d'être, il y a les relations avec l'encadrement, avec les subordonnés, avec l'extérieur, ce qui est loin d'être évident, parce que vous ne l'avez pas vécu quand vous êtes militaire. Quand vous êtes militaire, celui qui porte la parole, alors vous avez vos subordonnés, vos supérieurs, c'est assez cadré, c'est assez net, mais dès que vous êtes avec l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile, c'est le chef qui porte la parole, et ça c'est tout un environnement qu'il vous faut apprendre. Et donc cette manière d'être est essentielle, et je pense que quand on est ancien militaire, on fait confiance a priori sur la rigueur, sur la capacité à rendre compte. Après, il y a tout le relationnel. Il ne faut pas être trop casque à pointe, trop brutal. Il faut moduler. Il faut à chaque fois réfléchir avec qui on parle. Et tout ça, ça s'apprend sur le tas, je crois. Je crois qu'on ne peut pas l'apprendre ailleurs. Et ce, d'autant plus que, comme je le disais, les univers sont très variables. Alors, ça peut être une grande entreprise, un grand groupe. Je peux vous l'assurer, c'est totalement différent d'une PME. C'est totalement... Un grand groupe à 12 000 personnes, c'est tout à fait différent d'une PME de 300. Après, les hommes restent les hommes. Moi, j'ai fait une PME.
Je sais que quand je suis arrivé comme militaire, des gens se posaient des questions. Oh là là, qu'est-ce qui va nous faire souffrir celui-là? Et en fait, sur le plan humain, ça s'est très très bien passé. Et j'avais une adhésion probablement au moins aussi bonne que celle de mon prédécesseur, qui était un civil. Donc la manière d'être est importante. Et ça, c'est sur le tas, c'est in situ. Voilà, donc on était sur le savoir-être, j'ai tendance à dire. Moi, j'ai retenu dans ce que vous venez de dire, je ne pense pas qu'il puisse être accompagné après le diplôme. Est-ce que c'est le diplôme, ça suffit pour laisser la personne comme ça dans la verte? Alors j'aurais tendance à dire, j'en suis pas convaincu. Et je donnerai la parole cette fois peut-être à Patrice pour ça, parce que savoir se présenter dans une entreprise, on est bien dans le cadre cette fois opérationnel, on n'est plus dans l'académique. Pour la partie militaire, c'est la reconversion. Ok, il a un diplôme. Est-il vraiment en mesure d'être lâché seul, comme ça, dans la verte, sans être accompagné, même s'il a le diplôme? Puisque c'est ce que j'entendais à l'instant. Alors, si on parle du diplôme DPE, effectivement, je pense qu'on n'a pas... Je confirme ce que dit Maxime, qu'on n'a pas besoin de formation supplémentaire, puisque c'est la devise de notre association, c'est « Deviens qui tu es ». J'en veux pour preuve que lorsque j'ai passé le diplôme, j'étais responsable informatique à l'hôpital d'Agen, donc membre de l'équipe de direction. Lorsque je leur ai annoncé ma réussite à l'examen DPE, ils ont été très surpris en me disant « mais on pensait que tu étais déjà ingénieur ». Donc c'est bien la preuve, deviens qui tu es, c'en est le parfait exemple. Donc effectivement, je confirme, pour moi, il n'y a pas besoin de formation supplémentaire. On est déjà formé, on a déjà choisi ses spécialités, on a déjà le savoir-être, le savoir-faire. C'est juste un parchemin, normalement. Juste une petite précision. On a besoin aussi d'avoir un tuteur dans une société quand on arrive, et quand on est ancien militaire et qu'on voit un jeune civil arriver, donc ancien militaire, on se doit de l'accompagner et de ne pas le laisser tout seul dans le marigot, sinon il risque de couler très rapidement. Je crois que c'est valable partout, d'accompagner, c'est un accompagnement interne qui est très important pour tout nouvel ingénieur, qu'il soit jeune ingénieur sortant d'école ou ancien militaire. Merci pour ces réponses. Donc, encore une fois, je reste toujours sur l'adaptation du militaire dans cette seconde partie de carrière. On est vraiment là-dedans. Donc, on parle d'une seconde partie de carrière. On sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a ceux qui vont quitter l'institution, bon an, mal an, soit en fin de contrat, ou tout simplement certains qui décident de quitter précipitamment, ou d'autres après arriver un certain nombre d'années pour tomber, on va dire, en phase de retraite. Et puis, en fin de compte, chaque cas est particulier. On l'a vu, il y a spécialistes sous-mariniers, donc techniques dans les trans, d'autres dans les missiles, donc, etc. Et ce que j'aurais tendance à dire, c'est quels sont pour vous les points forts d'un militaire pour s'orienter vers une seconde partie de carrière? Si vous deviez en tirer 3, vraiment 3 points forts en disant ce militaire peut être reconverti dans le civil. Pourquoi je pose cette question volontairement, et on y reviendra certainement après, peut-être que certains ne sont pas faits pour faire une seconde partie de carrière. Donc quels seraient pour vous les 3 points essentiels pour qu'un militaire soit adapté à une seconde partie de carrière? Et là, je commencerai peut-être par Olivier, et ensuite je poserai la question à Marie-Hélène, avec sa vision différente. Moi, je dirais la rigueur déjà, parce que moi, dans le domaine dans lequel je travaille actuellement, je fais des offres de modernisation du coup de système de combat de sous-marins, donc je me rends dans différents pays, je fais des audits du système de combat du bateau qu'on souhaite moderniser. Ensuite, on fait une proposition technique et une proposition financière. Et quand on remet une offre engageante au client, il ne suffit pas au moment de la signature de se dire « j'ai oublié ça ». Donc il faut faire preuve de beaucoup de rigueur. Donc je dirais que c'est déjà l'élément clé et c'est dans les tripes même du militaire. On a parlé beaucoup de capacité d'adaptation. Je pense que le militaire, c'est quelqu'un qui s'adapte très vite à un nouveau contexte parce que la mission, elle évolue en permanence et voilà, donc on arrive à se reconfigurer assez vite. Donc adaptabilité, rigueur, et puis le dernier, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire ? Capacité, l'envie d'apprendre, parce que je pense que les armées sont un ascenseur social énorme. On peut rentrer tout en bas et finir tout en haut. Et du coup, on a cette faculté-là aussi et cette envie d'apprendre. Donc je pense que dans l'entreprise, c'est salué.
Merci Olivier. Marie-Hélène, si vous deviez donner ces 3 points de votre côté et avec votre vision. Oui, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut de l'ouverture d'esprit, bien sûr, pour s'adapter dans un nouvel environnement. Il faut aussi être capable de réagir et de réfléchir rapidement pour comprendre justement quels sont ces nouveaux codes. Après, j'avais un troisième qui m'a échappé. Même si vous n'avez pas tout décodé, il verra c'est bien, et ici on fait du fric. Après on rajoute l'ouverture d'esprit, l'intégration, et l'humilité pour dire je ne sais rien, j'ai tout à apprendre. Si vous arrivez à conjuguer ces 3 choses, mais moi je me suis fait avoir au début pour une candidature, vous n'avez pas parlé du tout de business pendant l'entretien d'embauche. Moi j'ai payé cash. Je vous les rappelle, Je vous les rappelle parce que je ne suis pas en train de faire de la promotion des militaires qui se reconvertissent, mais vous voyez, ce qui est quand même demandé, c'est cette rigueur, cette capacité d'adaptation, cette envie d'apprendre, l'ouverture d'esprit, très intéressante, et le fait de réagir et réfléchir vite. Et surtout, un terme qui est très très intéressant, c'est l'humilité. Et je rebondirai là-dessus parce que l'humilité est très importante, c'est qu'on sait d'où on vient, mais voilà. Il y a toujours un chemin à faire derrière dans le futur. Il ne faut pas arriver avec ses médailles, ses campagnes. Et il faut savoir se remettre au goût du jour pour continuer. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour quand même assez exhaustif parce que je savais que le temps tournait. Je vais plutôt laisser la parole maintenant aux différentes questions envers nos intervenants. Si tu permets, je vous rajouter une chose très importante. C'est le CV. Je vois des fois des candidats militaires, des civils, m'envoyant des CV. Alors en disant c'est bien ton truc mais j'ai rien compris. Donc manifestement combien de CV vont être à la poubelle parce qu'un CV on lit de la première ligne en haut à gauche sur la dernière ligne en bas à droite. Mais des fois on s'arrête au premier mot en haut à gauche. Si effectivement ce n'est pas clair pour marquer le poste que vous ciblez, les qualités que vous avez et l'expérience sur laquelle vous appuyez, et sans faire des trucs dithyrambiques en disant j'ai commandé 10 000 hommes, 5 000 hommes, j'ai géré des budgets, et un vocabulaire doit être lisible de tout le monde, c'est un vocabulaire, c'est pas absconce, c'est compréhensible par un béotien, en retirant tous les termes trop militaires que personne ne comprend et qui fait aller directement le CV à la poubelle. Donc l'importance du CV et de la lettre de motivation, très synthétique, et surtout, c'est pas là qu'on raconte sa vie. On essaie de se vendre. Et je crois que beaucoup de CV ne sont pas lus et des lettres de motivation qui sont complètement déplacées. Et ça, j'ai fait reprendre beaucoup de CV à des candidats en disant ton truc, j'ai rien compris, ça va à la poubelle. Oui, du coup, sur les CV, je pense que c'est peut-être un domaine où il faut se faire accompagner par des spécialistes. Parce que peut-être qu'un militaire, sûrement même, il n'a pas fait son CV tous les 3 ans. Donc c'est quelque chose qui, si on le fait tout seul, on risque effectivement d'être à côté de la plaque. D'autant que aujourd'hui, il y a tous les outils informatiques, même dans l'industrie, par exemple, on se rend compte. Avant, les candidats envoyaient des lettres et attendaient que les entreprises les convoquent. Maintenant, les candidats, ils vont sur les gros sites, ils déposent leur CV sur Monster et après vous, employeurs, les employeurs, qu'est-ce qu'ils font pour un poste? Ils ont 2000 candidatures. Moi, j'étais à l'Est-Toulouse, là, quand on avait des postes à pourvoir, et voilà, en tant qu'OS, je disais où est-ce qu'on en est du recrutement, etc. Et on me disait, j'ai eu 2000 candidatures, mais je dis, mais combien sont valides? Quasiment toutes. Vous imaginez comment on sort de ça. Bon, ça c'est autre chose. Donc là, c'est l'aspect réseau après qui peut aider. Mais je pense que le CV, c'est vraiment effectivement quelque chose qui est un point d'entrée très très important et qui montrera que tout le monde, que vous avez bien compris les choses. Si c'est un CV qui est tout à fait comme ceux de quelqu'un de civil. Oui, il y a des spécialités qui sont directement transférables sans effort vers le civil. J'étais mécanicien dans la Marine nationale. Mécanicien, on sait ce que ça fait un mécanicien. Bon. Vous êtes électronicien, on sait que c'est transférable. Vous êtes timonier, là c'est beaucoup plus difficile déjà de vendre. Bon, vous êtes commis, vous pouvez aller dans une collectivité locale, ça va. Après, dans l'armée de terre, je connais un peu moins, mais vous êtes capitaine de compagnie en opération.
Je pense qu'il y a un travail, pour certaines spécialités, il y a un gros travail d'exploitation, de faire ressortir les acquis et de présentation du CV. Sinon c'est très difficile. Vous prenez un gendarme. Moi, un gendarme, c'est le mec qui m'arrête le long de la rue, et puis qui me demande mes papiers, et puis qui constate un vol, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ce mec? Alors, si vous n'avez pas quelqu'un qui met en évidence toutes les compétences et les capacités, ça devient très difficile. Bon, vous êtes mécanicien nucléaire, aucun souci, hein, aucun souci. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez un gros travail selon les armées et selon les spécialités. Vous êtes fusilier marin commando. Fusilier marin commando, oui, c'est un mec super performant, mais on va lui faire... Alors bon, quand on travaille un peu, on va le mettre directeur du personnel, on va le mettre directeur de la sécurité, ok, mais il y a un travail derrière. Important, hein, important. Je voudrais passer un autre message aussi sur le diplôme. On entend passer des choses. Le diplôme, c'est pas important. Alors, moi, quand j'ai passé le DPE, j'avais été proposé par ma direction. J'ai eu des copains, je leur ai dit, bon, attendez, passez le truc. Le mec, il me dit, ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai mon acquis professionnel, on sait ce que je vaux, je sais ce que je sais faire, ça ne vaut absolument rien. Erreur, grosse erreur. Grosse erreur parce que le diplôme, ça permet de se positionner déjà. Alors, en interne, ça va. Deuxième chose, ça permet de se positionner dans une grille de salaire. Moi, je connais plein de militaires non DPE qui sont plutôt pas très bien payés par rapport à d'autres DPE. Parce que c'est pas de la philanthropie être DRH ou patron d'une boîte. Vous prenez un militaire, il n'a pas le diplôme, il ne peut pas prétendre à une grille, il y a une référence salariale. Vous mettez 10 kilos de moins par an, sur 3 ou 4, vous avez 40 kilos, vous avez gagné 40 kilos. Le DRH, il est super content parce qu'en plus, il a atteint ses objectifs. Il a atteint ses objectifs, il a sa prime, et le patron, il recrute une personne en plus. Donc, faites passer le message aux militaires que vous pouvez rencontrer, c'est fondamental. Alors, en plus, on est en France, il y a un culte du diplôme en France. Alors, je l'ai entendu, on le voit beaucoup sur LinkedIn, sur Internet, le diplôme, ça ne sert à rien. Selon les cas, quand même. Bon, on est en France, les écoles d'ingénieurs sont classées. Et on me dit que le diplôme, ça ne sert à rien. On classe les écoles du premier groupe, les écoles du deuxième groupe, les écoles du troisième groupe. Non, le diplôme a une valeur capitale. Capitale. Voilà, donc c'est le message à faire passer aux militaires que vous pourriez rencontrer. Et puis, bon, honnêtement, allez, ça pose son homme quand même. Ça pose son homme. Vous êtes en réunion, il n'y a que des ingénieurs. Et vous dites, vous êtes quoi, vous? Moi, je ne sais pas trop. Si vous dites, je suis ingénieur DPE en machine thermique ou en énergie nucléaire, c'est tout, le débat est clos. Hein. On sait que vous rentrez dans un référentiel. Et ça, je pense que c'est très important. Pour soi également, pour les enfants. Il fait quoi, ton papa? Il est militaire ou il est ingénieur. Oui, c'est... Donc, en France, il y a un culte du diplôme. Il faut l'afficher clairement, il y a un culte du diplôme. Alors quand les gens disent le diplôme ça ne vaut rien, ça sert à rien, c'est inutile, c'est secondaire, c'est une grossière et monumentale erreur. Alors après c'est vrai, vous pouvez ne pas avoir de diplôme, être chef d'entreprise, vous reconvertir correctement, c'est une autre affaire. Ça dépend ce qu'on vise. Donc, message à faire passer, le diplôme, ingénieur DPE, c'est très important. Une petite précision en complément. Il y a la mafia des anciens d'école. Donc le diplôme sert au début pour être reconnu. Je dis 5 ans après, si on n'a rien fait entre la sortie d'école et l'obtention d'un diplôme, le diplôme ne vaut rien. Par contre, après, dans une entreprise, ce matin, il y a quelqu'un qui nous a parlé, je connais la mafia des Gazar, des X, des centrales, etc. C'est une famille. Et je crois que là, le diplôme a une importance. Mais je pense que dans le travail, je connais effectivement les rangs des écoles, c'est important. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus s'approprier, être trop lié au diplôme pour réussir dans sa vie professionnelle. C'est important pour se reclasser, c'est important par camaraderie. Quand on est ancien militaire, c'est déjà une mafia.
Quand on est ancien de l'X, c'est une autre mafia. Quand on est ancien de site, c'est une autre mafia. Donc je pense que c'est important, mais c'est pas totalement important. Enfin, c'est pas décisif dans une réaction, dans une réussite professionnelle. Voilà, vous l'aurez retenu. Donc 3 points très importants. Vous avez tous suivi. C'est le CV, le diplôme, les alumni. Le CV, c'est vrai qu'un militaire qui a fait X années, il faut savoir ce qu'on appelle le civilianiser. Parce qu'effectivement, dire je suis commandant de compagnie, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais c'est peut-être un directeur de business unit, pourquoi pas, 300 personnes. Il sait planifier, il sait gérer. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut savoir retranscrire. Ensuite, la notion de diplôme telle qu'elle est spécifiée, effectivement, elle est importante, parce qu'aujourd'hui, en France, c'est comme ça, et puis ça permet de se reclasser, et puis on sait comment on est positionné dans une grille salariale, dans une convention collective et autres. Et puis, en fin de compte, les alumni, ça c'est, la partie, j'ai pas dit mafia, effectivement, mais il y a toute cette notion de cohorte qui fait que c'est important, mais quel que soit le domaine dans lequel on se trouve. Donc ça reste toujours très important. D'autres questions ? Merci Martial, merci à tous les intervenants. J'avais une question ouverte, alors donc qui peut être posée différemment, par exemple aux IDPE par rapport aussi à Bérénice et puis Marc. Est-ce que si on devait rembobiner un petit peu dans le temps, revenir en arrière, vous sortez en tant que militaire, pour pouvoir rentrer dans la vie active, dans la vie civile, si je puis dire, est-ce que tout ce qui s'est dit au travers des témoignages aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, est-ce que vous auriez changé d'idée? Est-ce que vous auriez confirmé qu'effectivement, vous passeriez effectivement l'IDPE? Et puis par rapport donc à la gendarmerie nationale, est-ce que c'est quelque chose qui peut effectivement, maintenant que vous en avez connaissance, quelque chose que vous pouvez effectivement proposer aux gendarmes qui seront effectivement en conversion? Pareil pour Madame Mirmont, puisque vous êtes aussi impliquée. Voilà. Donc je ne sais pas qui peut répondre au premier. Oui, alors oui, concernant effectivement, je ne cache pas, c'est un dispositif que je ne connaissais pas avant de ce matin, avant d'entrer dans cet amphi. Donc effectivement, qui bien que reconnu n'est peut-être pas nécessairement suffisamment connu, et il est donc possible que lors d'accompagnements qui ont été faits par moi-même ou par les personnes de la chaîne Reconversion, on ait pu passer à côté de cette opportunité pour les militaires. Donc, je remercie pour les organisateurs de cette journée, dès la semaine prochaine, faire un petit résumé sur ce que ça peut apporter, l'envoyer aux personnes qui accompagnent, pour si effectivement on a typiquement un cas de militaire avec une spécialité d'ingénieur, qu'on puisse lui proposer. Et notamment s'il est actuellement technicien et qu'il peut en faire bénéficier dans sa reconversion. Donc, merci beaucoup. Effectivement, c'est une vraie opportunité. Marie-Hélène. Oui, donc moi aussi j'ai découvert aujourd'hui, j'avais commencé à lire des choses, on avait eu quelques contacts, et je pense que nous, dans notre démarche syndicale d'accompagnement et d'ascenseur social, vraiment on est tout à fait complémentaires avec le SIDPE, et j'entends bien que l'on puisse poursuivre et développer nos relations, et puis aussi qu'à la limite, à certains moments, on puisse aussi servir d'intermédiaire pour envers les RH, d'accord, des différentes entreprises dans lesquelles nous sommes, pour faire la promotion de cela, parce que ça peut tout à fait intéresser un certain nombre de salariés. Donc je suis vraiment ravie d'avoir pu participer à ce congrès. Merci. Alors, on va avoir une question. Je ne connaissais pas l'IDPE, je connaissais que les VAE. Je crois que c'est important. Et le maître mot, c'est quand même l'anticipation et savoir prendre la route qui me permet l'objectif que je me suis fixé pour ma deuxième carrière. Il n'y a rien de pire que de prendre une route qui va dans une impasse. J'ai vu fois des demandeurs d'emploi qui étaient séduits par des formations mais qui débouchaient sur aucun emploi. L'erreur, c'est pour un militaire qui dit « je veux me faire plaisir », mais il oublie que son objectif, c'est de se faire plaisir, mais faire plaisir à un employeur qui le paiera pour réussir dans sa vie. Anticiper,
choisir la bonne voie et aussi se prendre en charge soi-même. Son meilleur accompagnant, c'est quand même lui-même. Et son réseau, naturellement. Oui, alors c'est pas vraiment une question, c'est-à-dire que j'ai été étonnée. Enfin, il y a deux points qui ont été évoqués qui m'ont pas mal étonnée. D'abord, dans les témoignages, quand vous disiez, les deux messieurs, qu'il n'y a pas besoin d'accompagnement. Moi, je suis étonnée parce qu'il y a des pratiques aujourd'hui dans les entreprises. Alors, pas seulement pour les militaires, enfin de manière générale. Moi, ce que j'entends, c'est que de plus en plus, un nouvel embauché dans une entreprise, souvent, on lui associe un tuteur qui est dans l'entreprise depuis un certain temps et qui lui permet justement de bien comprendre le fonctionnement dans l'entreprise. Il y a aussi dans les entreprises, et ça depuis au moins une trentaine d'années, les entretiens annuels d'évaluation qui permettent de voir comment chacun veut évoluer et éventuellement donner un accompagnement. Donc j'ai été extrêmement surprise de votre assurance comme quoi il n'y a absolument pas besoin d'accompagnement. Le deuxième point qui m'a étonnée, sur lequel je voudrais revenir, monsieur, quand vous disiez que les écoles, il y avait un classement des écoles, alors en tant que membre de la CTI, je voudrais assurer que les classements des écoles, ce sont les journalistes qui les font. Et je peux vous assurer que la CTI et ils prennent les critères qui leur conviennent. En tout cas, la CTI est extrêmement prudente et fait extrêmement attention aux informations qu'elle divulgue, de telle sorte que le classement des écoles soit le plus difficile possible. Parce que, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un classement des écoles. Chaque école a ses points forts, ses points d'amélioration, ses spécificités. Toute école ne convient pas à toute personne et en fait la réussite, c'est quand on est au bon endroit au bon moment et donc je pense qu'il faut être très prudent quand on parle de classement d'école. Voilà, c'était juste deux remarques que je voulais. Si vous permettez, je pourrais rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, les écoles ont quand même un rang, et comme il y a le rang comme des rangs, comme je crois qu'il y a des niveaux par rapport, il y a comme des rangs. Et effectivement, quand je dis l'accompagnement, c'est que moi, quand je suis quitté l'armée, j'étais voir le truc militaire, c'était un peu théorique. Et après, ça m'a ouvert les yeux, mais après, ce qui m'a aidé, c'est surtout d'anciens militaires que je suis allé voir en face-to-face, qui m'ont vraiment aidé. Mais c'est pas les instances, parce que parfois on est en groupe, on n'ose pas se partager, il y a des concurrences là-dedans. Donc il y a un accompagnement personnalisé, oui, mais un accompagnement des instances, pour mon cas personnel, il y a quand même 20 ans, non, point de vue personnel. Mais oui, pour l'accompagnement. Pour les écoles, je serais quand même nuancé, on pourra en reparler, parce que je crois quand même qu'il y a des rangs d'écoles qui sont différents. Après, c'est la formation donnée dans les écoles qui contribue. On va reprendre une question. Oui, moi ce que j'ai entendu, de ce qu'on attend d'un ancien militaire en tant que candidat pour être embauché, c'est exactement la même chose que ce qu'on attend d'un civil pour être embauché. Donc je me dis, l'ancien militaire, il attaque une nouvelle tranche de vie, il ne doit pas renier la précédente, mais il endosse des habits civils et il se comporte comme tout le monde. Alors effectivement, donc là je rebondis là-dessus, il se comporte comme tout le monde, qu'on soit civil ou militaire. Là, dans le cadre de la reconversion, on était bien dans le fait que des opérationnels, des gens qui étaient militaires, se reconvertissaient, et est-ce qu'il y avait une vision différente dans le cadre de cette reconversion? C'est une nouvelle vie. En fait, il n'y a pas de différence dans les besoins de l'entreprise. L'entreprise, elle cherche quelqu'un, que ce soit un ancien militaire ou un ancien civil, elle cherche quelqu'un. Et la question donc qu'on avait posée en troisième, je laisse la parole après à Patrice, c'était justement si on pense que ce militaire qui était dans une bulle verte pendant X années était facilement adaptable ou pas. Puisque, voilà, il y a des questions là-dessus qui tournent assez régulièrement, quel que soit le domaine. Patrice qui voulait rebondir, ensuite je donne la parole à madame. Non, c'est pas Patrice.
Oui, madame, je voulais rebondir sur votre réponse sur le classement des écoles. En fait, c'est un exemple que j'ai pris pour illustrer le culte du diplôme en France. Alors, je n'ai pas voulu évoquer le classement relatif de la valeur du diplôme, mais on sait très bien qu'il existe en France. Si vous êtes ingénieur de l'école polytechnique, ce n'est pas la même chose que d'être ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Brest. C'est ça l'erreur. Oui. C'est là, je crois qu'il faut combattre. Ah oui, oui, je suis d'accord avec vous. Parce que de toute façon, quelle que soit l'école, dans n'importe quelle école, vous en avez qui sortent et qui font une belle carrière ou qui sont. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Même à l'école polytechnique, il y en a qui. Il y a des bons, des moins bons. Non, mais sur le fond, on peut être d'accord. Je peux vous dire avoir rencontré une personne qui faisait la différence entre l'ENSTA Brest et l'ENSTA Paris. Qui sont quand même très très sœurs. Voilà, non mais oui. Vous avez la même chose dans les écoles de commerce, hein. Elles sont classées également. Alors, une dernière, on a un problème, nous, les ingénieurs DPE, de, comment dirais-je, de désignation du titre. Quand vous êtes ingénieur en France, vous êtes ingénieur d'une école, de quelque chose. Ingénieur de l'ENSTA, de Supélec, de l'école polytechnique, de l'école navale, de l'école de l'air. Et nous, on n'a pas ce deux. Et donc, c'est moins évident pour quelqu'un qui n'est pas du milieu. Je pense que c'est moins vrai maintenant. Il est vrai que mon grand-père était ingénieur, et effectivement, il y a très longtemps, les ingénieurs avaient une carte de visite en disant ingénieur de telle école. Aujourd'hui, on dit plus qu'on est, enfin, on le dit beaucoup moins. On dit par contre qu'on est ingénieur dans telle spécialité. Et donc ça va disparaître finalement. Enfin, il me semble. J'aurais un bémol, c'est que vous parliez à Marc de Mafia. Le réseau des anciens des écoles, je peux vous dire qu'à Grenoble, si vous n'êtes pas issu de Polytech Grenoble, vous êtes très mal vu, quelle que soit l'autre école, voilà, parce qu'à Grenoble, c'est une caste, c'est l'INPG, l'ancien INPG, etc. Et puis alors en plus, si vous n'avez pas fait nucléaire, alors là, c'est terminé. Là, si vous n'êtes pas ingénieur en sciences nucléaires de Polytech Grenoble, bon, bah, vous allez balayer les bureaux, quoi. C'est à peu près ça. Hein. Moi, je l'ai vécu. Heureusement, j'étais dans un groupe où j'ai été rattaché donc chez Atos à la direction internationale. Mais c'est ça, les CV qui arrivaient, ceux de Polytech Grenoble étaient mis sur le dessus de la pile. Le temps passe-temps, on est en train de dévier un tout petit peu en dehors du sujet de la reconversion, puisqu'on parle des écoles et des classements. Je vais donner la parole à madame. C'est juste, merci, juste une petite observation dans la reconnaissance des diplômes dont vous avez parlé, en dehors d'être fier de ce diplôme d'ingénieur, quelle que soit son école et quel que soit son mode d'obtention, que ce soit hors temps de travail, en DPE, en ce qu'on veut, on a le titre d'ingénieur. C'est la seule chose à savoir. Ça, c'est une chose. On est très fiers pour nous, on est très fiers pour notre famille, nos enfants sont fiers de nous. Ça, c'est merveilleux. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une chose qui, pour moi, est malheureusement d'ailleurs, essentielle dans la démarche d'obtention d'un diplôme DPE quand on en a les capacités, c'est la grille RH. Vous êtes recruté sur un poste, d'accord, là ça va être vos compétences, la provenance de l'école, le titre ou la spécialité, etc. Mais ensuite vient le salaire. Et si vous pouvez avoir les plus grandes connaissances du monde, si vous n'avez pas le papier, vous n'êtes pas dans la bonne case. Et si vous n'êtes pas dans la bonne case, vous n'avez pas le salaire. Vous aurez le travail, mais vous n'aurez pas le salaire. Totalement d'accord. Oui, si je puis ajouter, madame, effectivement, par exemple, dans la métallurgie, il y a une convention collective avec un classement, d'accord, et à chaque étage, à chaque ligne, il y a un mini. Donc, si vous n'avez pas le diplôme, vous risquez d'être mis dans une autre case et que le mini soit différent. Donc, ce qui est effectivement. J'avais juste une dernière question de mon côté. Je vais revenir sur ce qu'a précisé effectivement Isabelle Avenin, avec qui je suis en total accord.
bien évidemment. Je reviens sur les écoles, diplôme d'ingénieur école. Ce qu'il faut quand même savoir, et ça avait été présenté par Isabelle tout à l'heure et rappelé par Catherine Malini, c'est que tous les 3 ans, il y a un audit qui est fait par la CTI et afin d'accréditer l'école, afin que le ministère accrédite l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les écoles d'ingénieurs, tous les 3 ans, elles repassent à la moulinette sur les formations. Il y a des écoles, je laisse bien évidemment Isabelle confirmer ou m'arrêter si je me trompe, il y a des écoles qui perdent leur accréditation suite à l'audit fait par la CTI. Donc elles ne peuvent plus annoncer que c'est un diplôme d'ingénieur diplômé reconnu bien évidemment par l'État. Voilà. Donc il y a des écoles, il y a des écoles qui sont connues, qui ont perdu à un moment donné leur accréditation. Leur accréditation avait été redonnée quelques temps après, et ils les ont reperdus. Enfin, voilà. Donc je pense que je reprends ce qui avait été dit, je sais plus, je crois que c'est Sylvie. On est ingénieur diplômé, c'est tout. Voilà. Après, moi, pour abonder dans le sens de madame et en même temps la contredire, lorsque j'étais responsable informatique au CHU de La Réunion, j'ai encadré une bonne dizaine d'ingénieurs, mais aussi des techniciens qui étaient ingénieurs. Donc eux avaient commis l'erreur de postuler en tant qu'ingénieurs sur des postes de techniciens. Ils étaient extrêmement frustrés de ne pas avoir le salaire qui correspondait à leur diplôme, mais ils étaient sur un poste de technicien. Donc là aussi, c'est une erreur à ne pas faire, se sous-vendre. Et pour nous, c'était une bonne affaire quelque part, puisqu'on les payait 2 fois moins. Mais bon, et j'ai eu le plus grand mal du monde, toutes les peines du monde, à faire des concours d'ingénieurs pour les faire monter en grade. Mais ça, ça a pris plusieurs années. Quand même. Voilà, donc le temps passe et la table ronde, on peut encore en parler des heures. La reconversion, c'était le thème principal déjà de cette journée, et c'était ce qui touchait notre table ronde numéro 2 principalement. On l'a vu, c'est qu'il y a quand même qu'il peut y avoir des difficultés à se reconvertir, et donc on a bien ressenti l'importance soit de la formation ou tout simplement de faire reconnaître à travers un diplôme, tout comme nos intervenantes. Moi aussi, je suis le premier à avoir découvert SIDPE, et je remercie le président, mais en même temps la CNAM et tout ce qu'il propose la CNAM en remerciant la directrice. Donc effectivement, c'est un sujet important, et donc il faut communiquer. Et c'est important, il faut communiquer là-dessus. Et puis, encore une fois, l'adaptabilité du militaire en seconde partie de carrière. Oui, un civil va avoir la même chose pour se repositionner, mais un militaire, il arrive d'un milieu, d'une bulle verte, et qui, effectivement, il y a des codes qu'il ne connaît pas. Et donc, il y a une chose aussi importante qui n'existait pas il y a 20 ans, c'est le fait d'être accompagné pour retranscrire ces codes, parce que sinon, on est voué à des échecs, ou alors tout simplement à prendre du temps. Et pourquoi je parle voué à des échecs? Parce que vous allez voir très souvent, et vous l'avez beaucoup entendu parler tout à l'heure, on parle beaucoup d'ascenseur social, mais dans un ascenseur, on appuie sur un bouton, il monte. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'on est plus dans un escalier social, où là, il faut franchir des marches. Voilà, j'en ai terminé, et je remercie nos intervenantes et intervenants pour cette table ronde. Pour clore ce congrès, je vous prie de bien vouloir accueillir Méan Guidir, président de la SIDPE et de la Fédération des élèves et des anciens élèves du CNAM, Madame Catherine Malini, chef du département des écoles supérieures de l'enseignement supérieur privé, et Madame Annick Razet, directrice de l'école d'ingénieurs du CNAM et vice-présidente du jury national DPE.
Bien, écoutez, l'heure est arrivée de clôturer ce congrès qui était, je pense, fort intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a effectivement plu, intéressé. Bien évidemment, il y a encore plein de choses encore à dire. Bon, il manquait effectivement des personnes, des intervenants. On a eu un petit problème avec problème de santé pour certains, et d'autres, la grève en a terminé. Et puis, écoutez, moi je pense que l'objectif là de de la clôture de ce congrès, c'était de demander deux acteurs, deux actrices, très importants sur ce dispositif. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce qu'on aurait pu effectivement faire ça différemment? L'objectif était effectivement de pouvoir porter à connaissance donc des militaires, la gendarmerie nationale, effectivement ce superbe dispositif de l'État et les formations qui sont effectivement proposées par le CNAM. Voilà. Donc je peux peut-être laisser premier retour à Catherine. Merci. Effectivement, ça a été une journée très, très riche d'enseignements, de témoignages, en particulier, d'expériences. Et je crois que ce dispositif qui est ancien a bien résisté, s'est bien adapté. Je crois qu'il a encore de beaux jours devant lui. Et le processus montre aussi qu'il répond à une diversité. Et je crois que les témoignages aujourd'hui ont montré que chacun, dans un parcours individualisé, peut se prévaloir de ce diplôme d'ingénieur avec des cheminements spécifiques et adaptés. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et moi, je plaide vraiment pour que tous les ingénieurs qui ont obtenu ce diplôme par cette voie n'aient pas de scrupules et se considèrent vraiment comme des ingénieurs, comme tous les autres. Alors Annick, toi qui es donc bien évidemment la directrice de l'ICNAM, qui connaît bien le dispositif, puisque tu en vois passer des candidats, et puis tu es aussi vice-présidente du jury national. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'on a pu répondre, en tout cas, aux attentes? Est-ce qu'on a pu faire porter la bonne parole sur le dispositif? Ou est-ce qu'on aura oublié des choses? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, au niveau de cette présentation, donc pour ce congrès, on a bien présenté le dispositif de ingénieur DPE, avec les témoignages aussi qui nous ont permis de voir l'application de ce dispositif à travers les différents témoignages. Alors c'est un processus. En fin de compte, au niveau du CNAM, comme on a plusieurs modalités, je vois toutes les modalités et en fin de compte, même pour les ingénieurs DPE, je fais partie aussi des jurys, parce que Monsieur Imbert est président du jury instrumentation, mais je suis en instrumentation métrologie, donc je fais aussi partie des jurys DPE ainsi que des jurys VAE. Donc je vois un petit peu, je dirais, tous ces processus et c'est vrai qu'au niveau des ingénieurs DPE, c'est vraiment des personnes qui vont mettre en avant leur expérience dans l'entreprise, viennent exposer vraiment ce qu'ils ont fait. Alors bien sûr, on les interroge de façon très ciblée. L'entretien est quand même un peu difficile, c'est pas. Et derrière, voilà, ça leur permet vraiment de progresser dans l'entreprise. Là encore, comme ça a été dit, d'avoir un diplôme qui leur permet aussi d'avoir le salaire derrière. Alors ça peut être aussi pour des questions personnelles, pour valoriser leur travail qu'ils ont réalisé en entreprise. Donc, je dirais que quand je fais partie du jury, je vois un petit peu toutes ces personnes. Et pour moi, je suis vraiment ravie quand derrière, à la fin du jury, on dit c'est OK pour l'entretien. Et encore mieux quand c'est OK pour, je dirais, le mémoire à la fin. Donc je suis
ravis quand on peut dire que c'est bon et qu'on présente ensuite ces dossiers devant le jury national. Alors après, comme je l'ai dit, au niveau du CNAM, on a plusieurs processus. Donc si les candidats ne sont pas tout à fait dans le cadre des ingénieurs DPE, eh bien on leur offre d'autres possibilités, là encore pour leur permettre de décrocher le diplôme d'ingénieur. Voilà, donc on est très ouvert et on étudie les dossiers au cas par cas. Et c'est vrai que quelquefois, moi j'ai des dossiers qui sont complexes, avec des parcours complexes, mais on essaie de trouver des solutions pour les amener à ces formations d'ingénieurs, quelle que soit la modalité au niveau du CNAM. Très bien. En tout cas, merci. Je voulais juste rajouter un petit point par rapport à l'IDPE. Donc, je vous confirme, ça avait été expliqué tout à l'heure quand on a expliqué effectivement le dispositif. Il y a bien 3 filtres. Il y a les 2 jurys et le jury national après. Enfin, les 2 jurys écoles et le jury national après. Donc, vous avez quand même réellement 3 filtres. Même si le jury national, Annick pourra effectivement peut-être compléter, suit les recommandations généralement du président du jury école, mais il est arrivé quand même que le jury national retoque un candidat, même sur voilà. Donc c'est le rôle d'un jury. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un sérieux dans ce réexaminer. En tout cas, bon voilà. Donc c'est tout ça pour dire qu'il y a un réel sérieux quand même dans l'organisation des épreuves. Et pour redire ce qui a été dit, c'est un vrai diplôme d'ingénieur. Voilà. Y a-t-il une question ou deux? Et sinon, on peut clôturer. Oui, Maxime? C'est pas une question, c'est une remarque. Je crois que pour le futur, quelqu'un avait insisté ce matin sur ce qu'on peut appeler maintenant, c'est à la mode, les soft skills ou les compétences avec les ingénieurs. Oui. C'est-à-dire hors spécialité. Je pense qu'il y a 2 points importants encore à surveiller. La communication. Et dans la communication, la rédaction écrite. La rédaction écrite, moi j'ai des filles en école de commerce qui font passer des certifications Voltaire parce qu'il y a trop de fautes d'orthographe dans les mémoires. Donc je pense que pour tout ingénieur, il doit savoir faire passer ces messages, c'est capital et je le trouve comme un point de vigilance, pas que pour les DPE, mais pour tous les ingénieurs, qui en général sont des scientifiques d'ailleurs. Donc c'est important. Vigilance également chez nous. Alors je veux bien intervenir là-dessus parce qu'en effet nous avons des soucis là-dessus sur la communication, les rapports. Alors le projet Voltaire, on l'utilise déjà même pour les formations en apprentissage. Et là, j'ai des collègues qui sont revenus vers moi en disant les mémoires, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Voilà, donc on est en train de réfléchir parce qu'on a ce souci. Il faut qu'on mette quelque chose vraiment en place parce que c'est voilà. Bon. Alors, je voudrais aussi, je dirais, les entreprises, lors d'un comité métier, les entreprises ont souligné ce problème et c'est vraiment un problème même en entreprise. Parce que dans certaines entreprises, ils n'autorisent plus les élèves ou nos apprentis, ou même après les ingénieurs, à envoyer des mails à l'extérieur sans que ça soit contrôlé. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Bon, après, je ne sais pas si ça peut effectivement rassurer, juste vraiment le mot de la fin, si ça peut rassurer. Lorsque j'étais effectivement chez France Télécom, mon chef était un polytechnicien, un X. Chaque fois qu'il m'envoyait des messages ou des mails, je pense que sur une ligne, il doit y avoir 10 fautes à peu près à chaque fois. Donc, voilà, c'est ça, c'était du code. Voilà. Donc ça ne veut rien dire. C'est ça, tout à fait. C'est bon, à l'année prochaine. Merci.
C'est vrai.